Niger, départ de Barkhane, le Tchad et le Cameroun, nouvelle destination. Nous nous interrogeons seulement. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. L'armée française entame donc son retrait dans la semaine du Niger. Les destinations des matériels ne sont pas encore arrêtées. Le territoire national en priorité, le Tchad voisin qui accueille l'état-major des forces françaises au Sahel ou encore d'autres théâtres, et on parlerait d'ailleurs du Cameroun. Une question cependant, mais pourquoi ne pas rentrer directement en France? Les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans la semaine, a appris d'ailleurs, nous avons appris en tout cas cela depuis le 5 octobre dernier. Eh bien, il faut dire que l'état-major des armées françaises annonce d'ailleurs le retrait immédiat, en tout cas de ces troupes. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens, a donc indiqué l'état-major français, une décision qui intervient après un bras de fer de plus de 2 mois avec les nouvelles autorités nigériennes. Eh bien, Emmanuel Macron avait annoncé donc le 24 septembre dernier la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des 1400 militaires français présents dans le pays sahélien d'ici la fin de l'année 2023, se conformant ainsi à la volonté des nouvelles autorités ayant renversé Mohamed Bazoum que supportait mordicus Emmanuel Macron et qui ont dénoncé des accords de défense liant Niamey à Paris. Cela se déroulera bien sûr conformément à la planification, assure l'état-major français, alors que le régime du côté du Niger accuse la France de ne pas être dans une logique de quitter le Niger et semble peu enclin à laisser manœuvrer librement les militaires en partance. Quelques 1000 soldats et aviateurs français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Walam, à Oyeru, dans le nord-ouest du pays, aux côtés des Nigériens, dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et sans oublier le Mali, sanctuaire du groupe État islamique, à se demander justement pourquoi. Les militaires déployés sur les bases avancées devraient être les premiers à se désengager, nous dit-on, un schéma militaire et surtout similaire à celui du Mali, où le retrait français avait commencé par les 3 emprises le plus au nord du pays. Nous devons et nous prenons les dispositions pour assurer la sécurité des gens engagés dans la manœuvre, a précisé l'état-major français, en particulier sur la route qui relie les bases avancées à la capitale, ce qui pourrait nécessiter un appui aérien sur fond de dégradation sécuritaire dans le pays après plusieurs attaques ayant fait des dizaines de morts, nous dit-on. L'opération s'annonce complexe. Le Niger servait depuis 2013 la plateforme de transit pour les opérations antiterroristes menées au Mali avant de devenir le cœur du dispositif français dans la région après le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso depuis l'été 2022. Seulement jusqu'à preuve de contraire, on ne nous a pas fait le bilan de la présence des militaires français sur le sol nigérien, burkinabé ou encore malien. Mais nous le savons tous et surtout sur le continent africain, c'est un secret de polichinelle. Eh bien, le bilan est nul, carrément nul, parce que tout le monde le sait, les Français n'étaient pas venus pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme, mais ce sont eux qui l'entretenaient, le finançaient, le gardaient et d'ailleurs même l'habillaient dans toutes ses formes. Pour les militaires français aujourd'hui, ce retrait exigé par les nouvelles autorités met fin à une situation incertaine depuis 2 mois avec des ravitaillements aléatoires et des manifestations. D'ailleurs, pour demander à la France de dégager et surtout de quitter le Niger. Dans la capitale, l'enceinte française située au sein d'une emprise nigérienne accueille des centaines de bureaux en préfabriqués, des hangars et abris modulaires pour les aéronefs, des tentes sur la base de vie, des cabines de pilotage pour des drones, des bulldozers du génie. Après la conclusion d'un partenariat de combat à la demande du Niger, la France y avait étoffé sa présence avec des blindés et des hélicoptères venus renforcer les 5 drones Reaper et au moins 3 avions de chasse. Mais aujourd'hui, elle est obligée de partir, mais on ne sait où. La seule chose que l'état-major français déclare, c'est que, eh bien, il pourrait s'agir tout simplement du Tchad. Et nous, de nous interroger, Niger, départ de Barkhane, le Tchad et le Cameroun, nouvelle destination, quelle est notre grande interrogation? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout, journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gislongo. Je dis bonjour à tous les frères panafricanistes du monde. Je dis bonjour au peuple de Mayotte, au Mahorais si vous voulez, qui souffle le matin. Depuis quelque temps,
du fait de la mauvaise politique de, n'est-ce pas, l'État central français. Bonjour aux Africains, n'est-ce pas, de l'île de la Réunion, colonisée française, dans toutes les Antilles françaises, hein, n'est-ce pas, nous les saluons ce matin. Ils refusent, ils ne veulent plus qu'on les appelle les afro-descendants. Ils préfèrent qu'on les appelle désormais les Africains de telle et de telle île française. Ils ont mon salut ce matin. Quand je l'ai dit, Steve Jelongos, ils ont recommencé ça, ils ont remis ça. Il vous souvient, dans le contexte, n'est-ce pas, de l'engagement américain du côté de l'Afghanistan. Vous savez comment ils traitaient les prisonniers de guerre, n'est-ce pas, les militaires américains? Eh bien, ils les déshabillaient, ils les exposaient comme du bétail nu. Eh bien, ils ont remis ça du côté de Gaza. Depuis ce matin, nous avons des images des prisonniers de guerre de l'armée israélienne, notamment les combattants du Hamas, qui sont déshabillés, je veux dire dénudés, je dis bien dénudés, oui. Les pieds et les poings attachés, et ils sont exposés comme du bétail, n'est-ce pas? Mais sauf que les médias qui font écho de cette actualité n'en parlent pas. Les mêmes qui vous parlent, n'est-ce pas, du droit humanitaire international, du droit de l'homme, du droit international, bien évidemment, nous font comprendre que dans notre compréhension, bien dans leur compréhension du droit international, il est exclusif, selon qu'il s'agit d'Israël, de Washington, selon qu'il s'agit de l'Allemagne, de Grande-Bretagne ou de la France. Donc, ce droit-là est réservé. Il n'y a aucune indignation. Eh bien, la plupart des médias accusent le Hamas d'être une organisation terroriste. Mais ces images, ces pratiques qui font l'objet de mon présent coup de gueule ne sont pas dignes des pratiques d'une armée, de mon point de vue. Je crois qu'un prisonnier de guerre doit être respecté et traité comme un prisonnier de guerre et non être traité de manière inhumaine, comme nous l'avons observé, comme nous le voyons. Malheureusement, comme il est dit tantôt, la plupart de ces médias sont gérés, sont la propriété de qui vous savez. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici, Niger, départ de Barkhane, le Tchad et le Cameroun, nouvelle destination. Eh bien, Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve le contraire, les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays cette semaine. D'ailleurs, c'est ce que nous annonce l'état-major des armées françaises. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité, en coordination avec les Nigériens. Seulement, les destinations des matériels ne sont pas encore arrêtées, en tout cas pour le chef d'état-major. Le territoire national en priorité est le Tchad voisin. Commençons par présenter la situation, les événements dans leur contexte. Naturellement, dans le jargon diplomatique de Paris, l'armée française n'a pas été chassée du Niger. N'est-ce pas? Un peu comme au Mali, l'armée française n'a pas été chassée, l'ambassadeur n'a pas été chassé, et comme toujours, comme au Niger, l'ambassadeur n'a pas été chassé, n'est-ce pas? Il est parti son bon gré, parce que Macron a décidé qu'il parte. Et que ce n'est pas le fait de la pression du peuple du Niger. L'armée française, pardon, du Niger, qui était son véritable repli, pour aller où? C'est la question majeure. Ils sont partis du Mali pour se replier au Niger, pour se redéployer au Niger. Ils sont partis du Burkina Faso pour se redéployer où? Au Niger. Maintenant qu'ils sont chassés du Niger, ils vont où? En tout cas, selon les dernières informations, n'est-ce pas, les mercenaires de Barkhane ne vont pas rentrer à Paris. Macron se propose de les redéployer au Tchad voisin, où la société civile et des partis politiques de l'opposition refusent d'accueillir, n'est-ce pas, cette armée d'occupation sur son sol, pour des raisons non seulement de sécurité, de souveraineté, mais aussi du fait du précédent que vous connaissez, ce qui s'est passé, l'incident n'est-ce pas, de
de Faya-Largeau, où vous avez un militaire français qui a froidement assassiné un militaire tchadien. Alors, au Sahel, après le Niger, le Tchad était dans le dernier rempart, oui, n'est-ce pas, de Paris, pour, n'est-ce pas, relocaliser, je veux dire, redéployer son armée d'occupation. Mais sauf que là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi il ne passe pas par le Bénin voisin? Parce que d'autres nous font comprendre, nous font savoir que Paris a négocié, n'est-ce pas, le redéploiement de Barkhane du côté du Bénin voisin avec l'acheminement d'une partie du matériel vers la France au travers le port de Cotonou, je crois bien. Mais sauf que il y a comme un retour de bâton avec les sanctions de la CEDEAO suggérées par Macron. Eh bien, les patriotes nigériens ont décidé et maintenu la fermeture des frontières terrestres et aériennes, bien évidemment. Ça devient donc un problème pour l'acheminement de ces matériels qui, normalement, devrait être acheminé du côté du Bénin voisin, qui est plus proche. Mais il va donc falloir, justement, avec tout ce que cela implique comme certainement difficulté, comme risque et danger, il va falloir donc partir déjà pour Oualem, pour Niamey. Vous savez, leurs terroristes sont en embuscade et ils ont peur justement d'un retour de bâton. Ils vous disent que ce sera fait en sécurité parce qu'ils vont utiliser les vecteurs aériens. Mais est-ce qu'ils ont obtenu les autorisations nécessaires des autorités nigériennes pour utiliser les vecteurs aériens, c'est-à-dire les avions et les hélicoptères? J'en sais rien. Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est le point de chute de Barkhane. Le point de chute de Barkhane, en tout cas de manière officielle, c'est le Tchad. Oui. Il également dit qu'une partie de ce matériel que le Tchad ne pourra pas accueillir doit passer par le Cameroun. Et là, nous, ça nous pose un problème. Ça nous pose un vrai problème que le matériel de Barkhane soit acheminé via le Cameroun. Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Chaque fois, parce qu'il y a un facteur de risque, chaque fois que l'armée française a été engagée dans une opération de démobilisation, ça ne s'est jamais fait sans casse. Il y a toujours eu des conséquences. Donc nous pensons que certainement les autorités, les plus hautes autorités de la République du Cameroun ont été saisies à cet effet. Et nous leur demandons de ne pas véritablement accepter que le matériel de Barkhane soit acheminé via le Cameroun. Parce qu'ils auront la tentation, certainement, de vouloir créer une base militaire ou alors une caserne quelque part. Et ça, c'est important de le dire. Et nous savons que chaque fois que la France a été obligée de partir contre son gré, quelque part, ça, il y a toujours eu comme conséquence la dégradation sécuritaire. Et aujourd'hui, nous savons que le départ de Barkhane du Niger via le Tchad, ou bien avec pour point de chute le Tchad, aura des répercussions, aura des conséquences. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement du côté du Tchad, vous avez non seulement l'État islamique, vous avez Boko Haram, vous avez Daesh qui est en train de se positionner de ce côté-là, au cas où. Il ne faut donc pas que le Cameroun soit une victime collatérale du fait, n'est-ce pas, des mauvaises décisions qui pourront être prises du côté de Yaoundé, qui est la capitale politique où on prend toutes les décisions qui engagent le Cameroun. Donc, il n'est pas question que le point de chute, naturellement, que le point de chute de Barkhane soit le Cameroun. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que le Cameroun serve de point de transit pour le matériel militaire de Barkhane. Et je vous fais comprendre qu'il s'agit d'un matériel lourd. Il s'agit d'une centaine de convois. Je crois que vous avez eu la mobilisation, n'est-ce pas, de ce contingent du Mali, Burkina Faso pour le Niger. À savoir si ce matériel était effectivement utilisé, était destiné à lutter contre le terrorisme, ou alors c'était juste pour faire des parades.
Alors, nous pensons donc que ce matériel qu'on a vu est matériel très lourd, des centaines de conteneurs, c'était pour des parades, c'était pour autre chose, c'est-à-dire protéger leurs intérêts, continuer à piétiner notre souveraineté, à s'engager dans une croisade néocoloniale, c'est ça qu'il est question. Et nous savons aujourd'hui sur le continent africain, en tout cas en ce qui concerne l'espace francophone, que l'indicateur majeur du néocolonialisme français sur le continent africain, c'est son armée. C'est la présence des bases militaires françaises, si vous voulez. La présence des bases militaires françaises, c'est un indicateur majeur du néocolonialisme français. N'est-ce pas? La France-Afrique, c'est un indicateur du néocolonialisme français. Les instituts français que nous observons dans nos villes, ce sont les indicateurs du néocolonialisme français. Ce n'a rien à voir avec la coopération, tout ce que vous voulez autour. Non, du tout. Il s'agit des indicateurs. Il y en a qui vont prétendre que nos fantasmes, c'est un fantasme, il ne s'agit pas d'un fantasme lorsque vous êtes confronté à une réalité comme celle-là. Il ne s'agit pas des fanfaronnades non plus, contrairement à ce que très souvent certains esprits rotors nous attribuent. Ce n'est pas des fanfaronnades, c'est une réalité. Donc, nous pensons que, je pense que c'est un homme politique tchadien qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Succès Mara qui l'a indiqué fort opportunément, qu'il ne faut pas que l'armée française devienne sans domicile fixe. Il faut que l'armée française apprenne à se démobiliser pour entrer non pas dans un quelconque pays africain, mais pour entrer chez elle à l'Hexagone. Qu'est-ce qui empêche justement aujourd'hui les autorités françaises de récupérer leurs mercenaires? Mais le problème, c'est que, vous savez, les opérations extérieures, c'est-à-dire OPEX, françaises, c'est du business. C'est également un indicateur de sa diplomatie. C'est pour ça que, pour continuer à exister, du point de vue diplomatique et géopolitique, Paris a pratiquement l'obligation de maintenir sa racaille en dehors n'est-ce pas, du territoire français. Parce que les bases militaires françaises en Afrique, c'est un indicateur fort de sa diplomatie. C'est important de le dire. Au même titre que le franc CFA. Donc, dès lors que l'armée française, les bases militaires françaises ne sont plus pratiquement nulle part en Afrique, ça aura pour conséquence, ça aura une conséquence majeure au niveau de sa crédibilité, notamment déjà dans l'espace européen. Paris n'est plus très crédible. Au niveau même du bloc occidental, Paris n'est plus très crédible du fait de l'actualité nigérienne. Certainement, Paris s'attendait à être soutenu du côté Niger par Washington, qui n'a pas voulu prendre des risques. Et aujourd'hui, le contexte est différent. Le contexte est différent, c'est le contexte des libérations, le contexte du panafricanisme, le contexte de la mise en place d'un monde multipolaire avec l'avènement des BRICS, qui va consacrer justement une autre vision du monde, qui ne serait plus une vision de dictature sur le parangon, n'est-ce pas, de la démocratie, sur le parangon des droits de l'homme, du droit international, non. C'est l'imposture. Ça dit le droit international, la démocratie. Non. J'ai l'habitude de le dire. Est-ce que les pays occidentaux se sont développés, ont été construits sur la bannière de la démocratie? L'Europe, d'une manière générale, c'est une dictature. C'est des dictatures. C'est des monarchies, c'est des dictatures. Donc, on ne peut donc pas nous faire croire aujourd'hui que la démocratie occidentale, c'est une panacée pour les peuples africains. C'est faux. C'était l'enfumage. Tout à l'heure, dans mon coup de gueule, je vous ai projeté dans la confrontation armée actuellement en cours du côté de Gaza entre le Hamas et Israël. Je vous ai donné les images du traitement qui est infligé aux prisonniers de guerre. Vous n'avez subi aucune condamnation de ces pratiques. Nulle part, dans aucun média, ni dans aucun leader d'opinion occidental. Nulle part. Mais ça aurait été l'inverse. Depuis hier, on fait comprendre que parmi les otages du Hamas, il y a même les nourrissons, il y a les gamins, et on a même humilié des jeunes filles. C'est-à-dire, on en parle depuis hier, non, depuis le week-end passé. Mais aucun média ne fait état de ce que moi je vous relate là. Voilà donc le droit international, voilà donc la démocratie
volent dans les droits de l'homme. Donc, je pense que pour revenir à notre thématique, aujourd'hui, Paris ne veut pas prendre le risque, ne veut pas avoir le risque. Si oui, il sera contraint de le faire, c'est-à-dire rapatrier ses mercenaires. Et ces mercenaires, ça fait des charges. Et vous savez que les opérations extérieures, ce n'est pas Paris qui les finance, contrairement à ce qui est dit. Les opérations extérieures, très souvent, sont financées par les États demandeurs. Soldats, oui. Pas les États demandeurs. Contrairement à ce ou bien pas les alliés de Paris. Je voudrais quand même vous projeter dans le contexte, n'est-ce pas, de l'intervention française du côté de Mali. Berlin a voulu traiter directement avec Bamako, mais Paris a refusé. Pourquoi est-ce que Paris a refusé? Pas uniquement pour des raisons, n'est-ce pas, diplomatiques, néocolonialisme, mais surtout parce qu'il y a des intérêts. C'est-à-dire l'enveloppe que Berlin voulait directement attribuer ou remettre à Bamako, Paris a demandé qu'on lui remette cette enveloppe. C'est important de le préciser. Donc, je pense que les opérations extérieures sur le business, la preuve c'est que vous avez plusieurs militaires français qui, à peine partis dans l'Hexagone, demandent à retourner sur le terrain. C'est du business, ça fait bouillir la popote. Ça fait bouillir la marmite. Donc, du point de vue de la rentabilité, contrairement à ce qu'on vous raconte, c'est beaucoup d'argent que Paris ne tient pas à perdre. Donc, c'est important de le dire. Et je termine en disant ceci. Il est important que ni le Gabon, ni le Tchad n'acceptent d'accueillir ces mercenaires sur leur sol. Pourtant, ils se susurrent justement qu'ils veulent se diriger vers Libreville ou encore s'installer entièrement et totalement sur le sol tchadien et que le Cameroun serait visé justement par la France. Je pense que c'est lui qui fait office qu'on n'appelle pas tutis, comme par hasard. Il a appelé président de la transition du Gabon. On ne l'a pas appelé, on ne l'a jamais appelé le président de la junte au Gabon. On ne l'a jamais appelé le putschiste. On l'appelle par un terme politiquement très correct. Le président de la transition du Gabon, Clotaire Oligui Nguema, en qui je n'ai aucune confiance, il a intérêt à ne pas accepter cela. Je voudrais quand même faire observer que parmi les raisons de la déconvenue, n'est-ce pas, la mésaventure politique de Ali Bongo, même s'il a commis des erreurs, eh bien, il y avait ce dossier de redéploiement des Balkans du côté du Gabon. À un moment donné, il était question qu'il y ait qu'une partie de à la fois des effectifs et du matériel soit redéployée du côté du Gabon. Bon, tu sais à quoi? L'autre a dit non, je parle à Ali Bongo. Est-ce que son successeur inconstitutionnel va accepter? C'est possible qu'il puisse accepter, puisque, à peine arrivé, il a fait le bisounours avec l'ambassadeur de France, le représentant d'un pays qui est très réfractaire au putsch, au coup d'État. Donc, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités, auquel cas, si le peuple gabonais peut avoir le courage de le faire, en tout cas, je n'y crois pas du tout. Mais, par contre, je pense que du côté du Tchad, il y a des immobilisations, dans ce sens. Des Tchadiens qui ne veulent pas, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit de la société civile, et même ceux qui sont pro-régime ne sont pas tout à fait d'accord à ce que Barkhane se redéploie du côté du Tchad. Vous savez, le golfe de Guinée, c'est la cible, n'est-ce pas, des néocolonialistes. Et si vous parlez du golfe de Guinée, vous parlez de la région des Grands Lacs, vous parlez également du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas des choses, c'est tellement qu'on ne dit pas, qu'on n'a même pas envie de dire, parce que les meilleures révolutions doivent être silencieuses, quelquefois. Donc, ce n'est pas des choses, et ils veulent absolument déstabiliser le Cameroun, non seulement au travers le Gabon ou le Tchad voisin, mais bien évidemment, au travers même de la République centrafricaine, et même du côté de Brazzaville, parce qu'ils veulent également passer par là. Ça, c'est important de le dire. Voilà les pistes par lesquelles ils veulent passer pour déstabiliser le Cameroun, raison pour laquelle nous devons pouvoir rester vigilants par rapport justement à ce projet, n'est-ce pas, de transit de l'armée, de la force Barkhane par le Cameroun.
Merci à vous, Albert Lantola, ici, d'avoir répondu à nos questions. C'est fait un plaisir. Vigilance, vigilance encore pour tous les Camerounais. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.